et messieurs, et bienvenue à cette nouvelle émission de Histoire à dormir debout. Ici André Pelchat, en compagnie de Charles Daigneault. Bonsoir, Charles. Bonsoir, André. Alors, ce soir, pas grand-chose en commun dans nos sujets, quoiqu'à un moment donné, il y a un petit côté canulaire dans mon affaire aussi. Mais toi, tu vas nous parler d'humour. Oui, je vais parler d'humour, comme dans les derniers sujets qui m'ont accroché. Avec les temps qui courent, c'est peut-être rafraîchissant, puis l'histoire, souvent, c'est lourd, c'est tragique, c'est catastrophique. Alors voilà. Moi, je vais vous parler d'un explorateur canadien, pas très connu au Québec, mais qui a été aussi un personnage important, mais controversé. On va voir pourquoi. Alors, on parle de Vilhjálmur Stefansson. Déjà, le nom va susciter des interrogations. Vilhjálmur Stefansson est né à Arnes, au Manitoba, en 1879, mais ses parents étaient islandais. Alors, il y avait dans ce coin-là, près du lac Winnipeg, une petite colonie islandaise. C'était des gens qui étaient partis d'Islande parce qu'il y avait eu une éruption volcanique et beaucoup de terres étaient devenues inutilisables. Alors, il y a toute une population qui a déménagé. Ils ont même eu un petit statut politique particulier pendant un bout de temps. Et lui, à un moment donné, ses parents se sont installés au Dakota du Nord, aux États-Unis, donc, et il a étudié la religion et l'anthropologie à la North Dakota University et à Harvard. Et en 1906, il a accepté de participer à une expédition polaire avec un explorateur danois, Einar Mikkelsen, et un géologue américain. Et ils vont aller dans l'Arctique occidental, donc dans l'ouest de l'Arctique, près de Yukon et Alaska, près de ce secteur-là. Et là, il va se joindre ensuite à un zoologiste, Rudolf Martin Anderson, et il va faire des recherches ethnographiques et scientifiques de 1908 à 1912. En tout, Vilhjálmur Stefansson va parcourir plus de 32 000 kilomètres en traîneau à chien et va explorer dans plusieurs régions qui jusque-là étaient inconnues de l'Arctique canadien. Quand on dit inconnu, évidemment, on veut dire inconnu par les gens du sud du Canada. Évidemment, les Inuits qui habitaient là les connaissaient très bien. Et justement, à un moment donné, il va rencontrer un groupe d'Autochtones près de la frontière de l'Alaska et du Yukon, les Inuinats, qu'on appelle aussi les Inuits du cuivre, parce qu'il y a des ressources de cuivre natifs dans leur région et qui font, entre autres, leurs couteaux, des outils avec ça. Lui, il va les surnommer les Esquimaux blonds. Il en a vu quelques-uns qui avaient le teint plus pâle et il va se convaincre et essayer de convaincre beaucoup de gens que c'est le résultat de rapports sur plusieurs générations avec une colonie, la colonie viking du Groenland, qui est disparue depuis le 15e siècle. Sa théorie va s'avérer dépourvue de fondement scientifique et la probabilité, en fait, c'est que ces Inuits-là doivent, si effectivement il y avait un aspect physique un peu particulier, ils le doivent plus probablement aux marins des baleiniers qui allaient chasser la baleine dans ce secteur-là, justement. Il y avait l'île Herschel qui était là, qui était une base d'opération des baleiniers et qui engageait souvent des Inuits pour travailler avec eux. Or, on devine qu'il a dû y avoir des rapports autres que commerciaux. Et là, donc, s'il y a effectivement eu des Inuits blonds, ce qui n'est pas sûr, c'est plus probable comme raison. Toujours est-il que en 1908-1912, il va engager comme guide pour son expédition une certaine Nat Coussiac et un certain Nat Coussiac qui lui va engager une couturière qui s'appelle Pani Vagluk pour réparer les vêtements qui est une Inuit, elle aussi. Et il va avoir une relation conjugale avec elle. Il va avoir un fils qui va s'appeler Alec. Et c'est finalement à eux qui s'en remet pour se déplacer efficacement et effectuer des recherches dans l'Arctique. Il va apprendre à parler l'Inuktitut couramment et va trouver qu'on peut très bien survivre dans l'Arctique si on utilise les ressources locales, si on accepte de manger comme les Inuits, de vivre comme eux, on peut parfaitement survivre. Il va développer un concept qu'il va appeler le Friendly Arctic. Et donc, il va ensuite démontrer la validité de ça lors d'une expédition canadienne dans l'Arctique qu'il va commander de 1913 à 1918.
Et là encore, ils vont évidemment prendre possession des îles de l'Arctique, etc. Et va découvrir certaines des dernières grandes terres émergées de la planète, inconnues jusque-là, les îles Lougheed, Borden, l'île Mackenzie King, l'île Mahan et l'île Brock. Ça va se faire avec des risques. Par exemple, à un moment donné, il va se laisser conduire en dérivant sur les glaces, ce qui est un peu dangereux. Mais il va y avoir des dissensions internes dans cette expédition-là. Son leadership va être remis en cause. Et le navire amiral, si on peut dire, de l'expédition, le Carluc, va faire naufrage, entraînant la mort de 11 personnes. C'est une catastrophe qui va être suivie par 6 autres décès jusqu'à la fin de l'expédition. On parle quand même de 5 ans d'expédition dans l'Arctique. Donc, ça va nuire beaucoup à la réputation, ça, de Stephenson. Mais c'est un bon communicateur et il va publier un livre en 1921, The Friendly Arctic. Et ce qu'il dit finalement dans ce livre-là, c'est l'Arctique n'est pas seulement un désert de glace, mais c'est une région habitable qu'il faut développer. Il affirme, il est dans la nature humaine de sous-estimer ce que des terres lointaines, quelles qu'elles soient, peuvent apporter et d'envisager avec un priori négatif tout ce qui est différent. C'est essentiellement notre réticence à changer de façon de penser qui empêche le Nord de se transformer en un pays offrant suffisamment de ressources pour qu'on puisse y vivre. Alors, il dit que l'océan Arctique est une genre de Méditerranée polaire, stratégique sur les plans militaires et commerciaux. Ça, avec le réchauffement de la planète aujourd'hui, ça commence à être vrai, par exemple. Et que si elle était contrôlée et exploitée par le Canada, ça pourrait faire du Canada une des grandes puissances du 20e siècle. Il était un petit peu optimiste là-dessus, mais il faut dire que Wilfrid Laurier avait aussi dit le 19e siècle a été le siècle des États-Unis, le 20e sera celui du Canada. Ouais. On a le droit d'être optimiste. Et voilà. C'est ça. Donc, en 1921, il ne réussira pas à obtenir le soutien du gouvernement du Canada pour une expédition officielle dans l'Arctique. Donc, c'est là qu'il va avoir son plan le plus controversé. Il va créer, avec un petit groupe privé, une expédition pour aller, avec l'idée d'aller coloniser l'île Wrangel, qui est au nord de la Sibérie. Le problème, c'est que cette île-là est reconnue comme faisant partie de la Russie depuis très longtemps. Le baron Wrangel en avait pris possession au début du 19e siècle. Sauf que là, à cette époque-là, c'est la révolution en Russie. C'est la guerre civile. Il n'y a personne à l'île Wrangel, puis le gouvernement russe, puis il y a d'autres chats fouettés. Oui. En fait, je dirais les gouvernements russes, parce qu'il y avait des gouvernements insurrectionnels. Donc, lui, il pense que c'est une occasion pour le Canada de s'emparer de cette île. Et là, il va engager des gens qui sont majoritairement des Américains. Et une Inuit qui vient de l'Alaska, donc qui est américaine elle aussi. Et là, ils vont aller s'installer sur l'île, il va les amener en bateau, il va repartir, et il va dire « Je reviens vous chercher l'année prochaine ». Et là, ils ont tout ce qu'il faut pour survivre. Et au début, ça va bien se passer. Mais il ne reviendra pas l'année suivante, parce qu'il n'est pas capable de trouver un bateau. Alors, ça s'étire, ça s'étire. Il y a un des membres de l'expédition qui attrape le scorbut, dont il va mourir, et 4 autres décident de partir sur la glace pour chercher de l'aide et vont mourir, vont disparaître, en fait. C'est ce qui va arriver. Donc, en tout, il va y avoir 5 morts. La seule survivante, c'est l'Inuit qu'il y a dans le groupe, éventuellement, on va finir par aller chercher. Donc, il va y avoir beaucoup de critiques. On dit que c'était un groupe qui n'était pas préparé à ça. On ne les avait pas entraînés adéquatement. Mais là où, en plus, ça va se compliquer, c'est que son équipe, je l'ai mentionné, était pratiquement américaine. Presque complètement. Quand le gouvernement des États-Unis va savoir qu'on a utilisé des citoyens américains pour s'emparer d'une île, d'un autre pays, au bénéfice d'un troisième pays, le président Coolidge ne sera pas content. Et c'est le moins qu'on puisse dire. Ou Hoover, plutôt, dans le temps, président. Toujours est-il que Mackenzie King, qui avait proclamé au Parlement que cette île, l'île Wrangel, fait maintenant partie du Canada, va se dépêcher de pédaler par en arrière, comme on dit, pour désavouer finalement Vladimir Stephenson. Et là, sa réputation va commencer à se dégrader. Ça va s'aggraver lorsqu'il va avoir un projet de domestiquer des rennes importées de Norvège, de les amener sur l'île de Baffin pour développer l'élevage du renne. Ça va rater complètement. Les Inuits ne sont pas intéressés à l'élevage du tout. C'est mal planifié, ça va se terminer dans la confusion. Et donc, on commence à le voir de plus en plus comme un fauteur de troubles,
Puis même qu'à la limite, sa présence au Canada commence à être inopportune. Il va déménager aux États-Unis et il va continuer à enseigner, entre autres, aux États-Unis. Et là, aux États-Unis, il continue d'être considéré comme un des meilleurs experts mondiaux de l'Arctique. À l'occasion, il conseille même le gouvernement américain et l'armée. Il va être président de l'Explorers Club, le club des explorateurs, et il va travailler à la création d'un institut de l'Arctique au Dartmouth College. En 1941, il va épouser une Américaine. Mais là, la guerre froide va arriver après la guerre et on l'accuse d'avoir des sympathies communistes. Et c'est vrai qu'il était plutôt à gauche en général. Alors, ça va amener les gens à vouloir s'éloigner de lui, en fait, parce que là, quand il était dans la mire de la Commission des activités anti-américaines du sénateur McCarthy, ça allait pas bien. Alors, entre autres, les éditeurs, il y avait le projet, lui, d'une encyclopédie de l'Arctique en 20 volumes. Les éditeurs vont se désengager et ça va, c'est avec le soutien de la marine des États-Unis. Puis, tout le monde va s'éloigner de ça, le projet va tomber à l'eau. Il va continuer à enseigner quand même à Dartmouth et il va écrire son autobiographie, Discovery, et il va mourir finalement d'un accident vasculaire cérébral le 26 août 1962, à l'âge de 82 ans. Et une de ses phrases dans son livre, c'est « Je sais où je suis allé et je sais ce que ça m'a coûté ». Alors, c'est l'histoire de Wilhelmus Stephenson, un des grands explorateurs de l'Arctique canadien, mais un personnage un peu porté, peut-être un peu trop porté par ses enthousiasmes, je dirais. Oui, puis pourtant, malgré toute l'histoire, il y avait quand même un fond assez scientifique dans sa démarche, et puis il était bien intentionné, puis il y a même des réussites. Oui, ce qu'on voit. Mais par contre, il a joué trop gros avec l'histoire de l'île puis des Américains. Là, c'était sans tourner. Ça aurait pu être un canular. Malheureusement, lui, il était sérieux. Il était sérieux. Et je suis ambivalent. C'est pas juste un incompétent. Non, il y a plus que non, ça. Pas du tout. Il est beaucoup intéressant plus que ça. personnage. Il est considéré comme un des grands explorateurs de l'Arctique. Ce qui va m'amener, moi, à parler de personnages aussi, mais évidemment moins sérieux. Encore là, c'est surprenant. L'image qu'on a du bouffon du roi, du fou du roi, c'est l'image classique. Le Polichinelle, entre autres, parce que il y a beaucoup de personnages classiques qui ont évolué à partir de ce concept de l'amuseur de cour. Jusqu'à y compris Danny Turcotte. Oui, il portait ce nom-là. Il n'y avait pas la marotte, non, cependant. La marotte, c'était cette espèce de sceptre dérisoire qui était confié parce que l'histoire des bouffons puis des fous, ça remonte à l'Antiquité. On entend parler de Momos, qui était le fou de la cour de l'Olympe. Alors là, déjà, le concept existait. C'était au point de départ un personnage comique de profession. Les plus connus, c'est ceux qui, justement, étaient au service des rois. Mais il n'y avait pas seulement ça, il y avait aussi les seigneurs de tout Acabie et autres empereurs. Et puis aussi surprenant, le personnage est resté tel quel jusque sous le règne de Louis XIV. Il y a eu un bouffon qui avait tel quel, il avait évolué, il était plus adapté aux pratiques de la cour de Louis XIV, qui était quelque chose assez, Louis XIV assez demandant au quotidien. A mis fin à ça parce que ça attaquait trop la dignité de la monarchie à son goût. C'est justement, ce personnage-là, on lui accorde pratiquement le droit d'insulter et puis de faire dérision, de tourner en dérision le roi, mais ça, c'est exagéré un peu. Oui, il y avait ce qu'il appelait le fou naturel, folle neis. Lui, il y avait souvent des déformations physiques et puis c'était une croyance à l'époque que les fous parlaient la vérité. Okay? Donc, un roi pouvait, jusqu'à un certain point, tant que ça ne venait pas menacer quoi que ce soit, accepter d'être tourné un peu en dérision, mais il tirait toujours profit de ça. Parce que je ne crois pas que parmi ceux qu'on a vus, il y a Attila, qui a eu plusieurs fous, semble-t-il. Okay? Disons qu'il jouait gros, ceux qui acceptaient, mais
les récompenses et puis les profits qu'ils pouvaient tirer de cette profession d'amuseur-là, parce qu'il y avait les arts moyenâgeux, entre autres, il y avait une foule de bateliers de tout acabit, et puis ces personnages-là du Fou de Roi en faisaient partie. Par exemple, François Ier a eu un fou qui s'appelait Triboulet, qui veut dire souffre-douleur. Et puis, parmi les premiers bouffons, il y avait celui décrit par un Romain du nom de Priscus en 449. Et puis, il mentionne ça, puis il mentionne aussi, justement, dans Chronique un peu plus loin, que d'autres prétoriens de l'époque, tout ça, employaient ces personnages-là, tu sais, avec les jongleurs et autres. Mais eux autres avaient une fonction qui était souvent d'être l'image ironique, l'image un peu... Je vais laisser un poète du nom d'Érasme, qui a écrit justement une œuvre qui s'appelle L'Éloge de la folie. Malheureusement, ce n'est pas dans mes lectures, j'avais déjà entendu parler de ça. Il écrit ainsi: « Les plus grands rois les goûtent, en parlant des fous, si fort que plus d'un sans eux ne saurait se mettre à table, ou faire un pas, ni se passer d'eux pendant 1 heure. Ils prisent les fous plus que les sages austères, qu'ils ont l'habitude d'entretenir par ostentation. Les bouffons, eux, procurent ce que les princes recherchent partout et à tout prix, l'amusement, le sourire, l'éclat de rire et le plaisir. » Mais il rajoute quelque chose un peu plus loin. Erasme fait également quelques allusions au second rôle qui est échu au bouffon, celui de révélateur, de miroir grotesque. C'est un rôle attesté par le fait que les bouffons suivaient une réelle formation. C'est surtout, je pense, comme ça au Moyen-Âge, là, il y avait des écoles, on parle mais très peu. On est rendu dans les années 1500. Oui, 1500, là, c'est ça. Là. Et puis, c'était que ne devenait pas une réussite dans ce qu'il veut. Tu sais, c'était pas simplement d'aller faire des pitreries et puis de dire des blagues. Parce qu'eux autres, s'ils en faisaient une blague de trop qui était de mauvais, on ne pourrait pas... Ils marchaient sur une corde de rêve. Exactement. Un autre aspect de ça qui est un peu étonnant, c'est que c'était comme une première fonction égalité des sexes. Parce qu'il y avait autant de bouffons, ben pas autant, mais il y avait des bouffons féminins, comme une qui portait le nom de Catelot, qui, elle, était avec Catherine de Médicis. Et puis une appelée Mathurine, qui, elle, ce qui est arrivé, c'est qu'elle a fait arrêter et capturer un assassin qui a essayé de poignarder Henri IV avec une dague. Et puis, si je ne me trompe pas, il était assis à la toilette ou quelque chose comme ça. Je n'ai pas été vérifier l'histoire, mais il y a vraiment eu une tentative d'assassinat. Et puis, il a été sauvé par cette femme-là. Henri IV a eu plus qu'une par année, en fait, de règne. Alors, voilà qu'elle... on les retrouvait beaucoup aussi au cours des banquets, des célébrations, dans les châteaux, les manoirs, les opérettes, le divertissement, des spectacles comiques, souvent qui étaient très proches de la commedia dell'arte, justement, où on retrouve ce personnage-là. Il y avait aussi les bouffons licenciés, qui n'étaient pas ce que je mentionnais tantôt, le bouffon naturel, qui lui se faisait quand même pardonner beaucoup de choses parce que, comme je mentionnais, le parler du fou était supposé dire la vérité. C'est très douteux, mais il était quand même des gens qui avaient, malgré tout, leur difformité physique qui était très recherchée, surtout les nains et puis les personnes bossues. Il fallait qu'il y ait la vivacité d'esprit qui était comparable à celle du roi, mais pas supérieure. OK? Tu pouvais aller jusqu'à un certain point. Ça voulait dire qu'en réalité, il devait avoir une plus grande vivacité. Il devait, mais pas la manifester comme ça. C'est ça, pour être capable de savoir jusqu'où aller trop loin. Et voilà, puis c'était des fripons, souvent, intelligents, puis qui manifestaient une fausse stupidité ou une stupidité naturelle, mais il était à la fois proche des dieux parce qu'il était primordial. Tu sais, aller chercher des choses qui étaient émotives, de base, là, il lâchait un pet, etc. Mais par contre, il y avait quand même un certain pouvoir, surtout ceux qui avaient l'intimité du roi. Dans certaines époques, on serait porté à croire que les nobles
d'un royaume avait le plus de puissance à la cour, par exemple. Mais ce n'était pas le cas réellement. C'était le valet qui avait l'intimité du roi, puis qui avait l'oreille du roi qui était le plus puissant, même si ce n'était pas reconnu comme tel. Et ça a été le cas avec plusieurs amuseurs qui étaient tellement vifs, intelligents, qui avaient l'amitié, ni plus ni moins, du roi, puis que le roi, il l'écoutait parce que quand on parle de faire écho à des décisions, à des pensées, je serais pas étonné que certaines grandes choses de l'histoire aient été influencées par un fou qui discutait avec un monarque et puis qui a fait prendre conscience de ci. Souvent, on voyait que les rois changeaient d'idée par rapport à telle chose. Qu'est-ce qui les faisait changer d'idée? Peut-être ça, qui sait, mais il était vraiment, il faisait partie de l'entourage proche du roi, puis c'est ça qui était... On va parler, par exemple, de Henri I, Henri le deuxième du nom, et le troisième aussi. Il y avait un fou de cour qui s'appelait Roland le Péteur. En Angleterre, c'est le 12e siècle, hein, aux alentours de ça, là, on ne s'attarde pas trop aux dates. Là. Et puis, lui, il était tellement apprécié par le premier Henri qui s'est fait donner une place permanente à la cour avec tous les droits et puis les choses que ça donne. Henri II, son successeur, lui, il l'aimait tellement qu'il lui a conféré un titre, un manoir et puis des terres. Arrive Henri III, lui, les pets ne trouvaient pas ça drôle. Okay? Pour gagner son salaire, il se présentait à la cour et puis là, il faisait ce qu'il disait que lui, il faisait des soubresauts en sifflant et pétant en même temps. Alors, Henri III, lui, il a tout retiré, ses droits, ses terres, etc., parce qu'il n'avait pas trouvé ça drôle. Oui, il faut dire que c'est une époque où, dans les cours, vers la fin du 12e siècle, commence à apparaître une forme de culture dans les cours où on peut des manifestations un petit peu plus raffinées. Et voilà, oui. Et là, c'est l'époque de l'amour courtois, par exemple, où on doit courtiser les femmes plutôt que de juste leur sauter dessus. Alors, ça va un peu avec ça. Mais aussi surprenant que ça, l'art de la flatulence continuait quand même si c'était plus grossier. Parce qu'il y en a qui s'amusaient quand même de choses beaucoup plus grossières, mais tu as raison. Et c'était d'ailleurs cette subtilité d'esprit-là, puis cette vitesse de pensée-là qui faisait le raffinement. D'ailleurs, je vais en mentionner rapidement une couple, là. Pietro Gonella, 15e siècle. Lui, il a été exécuté, par exemple. Okay? Il est allé trop loin un peu, puis il s'en est pris à la maîtresse du roi. Ben, il a été exécuté, mais en fait, il est mort de peur. et voilà. Et puis, on peut continuer un peu. Je ne sais pas où on en est dans le temps. Là, je pense qu'on a encore un petit peu de temps. On a encore un petit peu de temps. Bon, ben alors, lui, qui est mort, c'est que il a tellement fait fâcher le roi, entre autres, c'était insolent. Il croyait que la cause pouvait être la guérison d'une maladie. Alors, Niccolò, qui était le riche marchand et puis le noble qui l'employait, avait eu un chaud-froid. Alors, l'autre n'a pas trouvé rien de mieux que de le pousser dans le fleuve. Alors là, il n'était pas trop de bonne humeur, puis il a été insulté, mais ça a continué quand même. Là, il y a eu le fou en question, s'est fait, quelqu'un a coupé la queue de son cheval. Là, ça a parti toute une série de mutilations chevalines qui, encore là, c'est venu aux oreilles du roi. Finalement, une farce plate sur sa maîtresse et les bâtards. Là, il a eu son voyage, il a dit au bourreau, cependant, ils vont faire semblant de l'exécuter, parce que quand même, c'est un fou, ça, mais ça avait l'air tellement vrai qu'il est mort de peur. Fait que celui-là, il est mort comme ça en ici. principe, le fou du roi était intouchable, à toute fin pratique. Sauf que là, justement, ils ont voulu lui faire peur seulement, il y en a plusieurs qui ont mais été il y en est mort quand même. Oui, il y en a qui ont il y a eu gaffé. 3 fous qui ont été nommés Triboulet, souffre-douleur, et puis celui de François Ier. Lui aussi a commis une coupe d'impairs et puis là, le roi l'a condamné à mort aussi. Et puis il a dit, mais par contre, lui, tu étais tellement divertissement, je vais te laisser choisir le style de ta mort. OK? Alors, lui répond, bon sire, par Sainte Nitouche et Saint Pansard, patron de la folie, je demande à mourir de vieillesse. Et comme ça qu'il s'en est sauvé. D'autres aussi sont devenus célèbres au cours des époques. Pour en nommer quelques-uns, Brusquet, François Ier. Lui, il était médecin, mais c'était un médecin, un faux médecin, puis il a ravagé le camp d'Avignon. Mais malgré tout, il s'est retrouvé à la cour. Chicot, Henri III, Henri IV, Nicolas Joubert, sieur d'Angoulevent, que c'était son nom. Avec celui-là, c'est Henri IV. L'Angélie,
qui a probablement été le dernier. Archibald Armstrong, on passe en Angleterre, c'est Jacques Ier. Gong Gil, bouffon androgyne coréen, il a été ennobli par le roi, celui-là. Il devait être bon. Un dernier, Papton, cour de Charles Quint. C'est assez vieux. Ça remonte quand même. Charles Quint, c'est les années 1500. 1500. Souvent, il était le compagnon confident des monarques. Il glissait des messagers secrets qui transmettaient des informations que personne ne voulait savoir, des êtres de confiance. Il suivait le roi aussi durant les guerres, les combats. Et puis, là, il servait à remonter le moral des troupes, entre autres. Une dernière anecdote avant de conclure. Philippe VI de France, il va apprendre la perte de sa flotte de la part de son bouffon, qui arrive en criant « Maudits Anglais, peureux d'Anglais, pleutres, lâches d'Anglais ». Le roi va lui demander pourquoi que tu traites comme ça, tes insultes de même. Il dit, il va répondre, c'est parce que ces lâches-là, ils n'ont pas osé sauter par-dessus bord dans la mer de leur navire comme l'ont fait nos braves soldats français. C'est comme ça qu'il annonçait une nouvelle. Alors, on pourrait en dire bien plus longtemps dans l'ère moderne. C'est ça. Et c'est à peu près à l'époque de Louis XIV, vers la fin du 17e siècle, que cette institution-là a disparu. Exact. Parce que là, on entrait à l'âge classique. Voilà. On voulait un monde, donner une image d'ordre, de discipline, etc. Et vraiment, ça ne rentrait plus dans la conception qu'on se faisait de la monarchie. C'est l'apparition de la satire politique, c'est l'apparition aussi de l'humoriste. C'est ça. Aujourd'hui, on peut encore rire avec eux autres. On entrait dans une autre configuration, si on peut dire. Et c'est là-dessus qu'on arrive à la fin de notre émission. Alors, mesdames et messieurs, ici André Pelchat, encore une fois, en compagnie de Charles Degnaud, qui vous dit bonsoir et à la prochaine. Restez à l'écoute de TVCBF. La vraie télé, c'est la télé communautaire, c'est la télé autonome, la télé libre, parce qu'elle n'est pas contrôlée par des géants, elle n'est pas contrôlée par de la publicité, elle n'est pas contrôlée par du gros argent, elle est contrôlée par vos intérêts. Tu veux savoir qu'est-ce qui intéresse les gens d'une place en particulier? Tu veux savoir qu'est-ce qui se passe en ce moment à Ville-Marie, dans les Basses-Laurentides? Bien, il faut que tu regardes la télé de cette place-là, puis elle est disponible sur le web à cette heure. 2 clics, tu sais ce qui se passe. Tu sais, l'avenir, là, c'est de parler des vrais enjeux, des vraies valeurs, de ce qui nous touche vraiment. Il n'y a rien de mieux qu'un médium local pour le faire. C'est pour ça que les télécommunautaires autonomes font ce travail-là. Et puis, on parle souvent de codes d'écoute, puis tout ça. Les codes d'écoute sont assez bonnes. Puis 2, le qualitatif, c'est important aussi. La qualité des gens qui regardent, c'est des gens intéressés, intéressants. Pourquoi? Parce qu'on regarde notre communauté. On peut passer à la TV et parler de nos enjeux. Là, on parle des vraies affaires. On parle pas juste des Moses de vedettes de schnout de Montréal. Non! On parle de ce qui se passe chez toi.